La Birmanie est un pays secret. Pour marquer la rupture avec la colonisation britannique, la dictature militaire décide en 1989 de redonner à la Birmanie son nom du XIIIe siècle, le Myanmar. Loin de marquer un renouveau culturel, le pays se coupe du reste du monde et s'enfonce un peu plus dans l'ombre et le mystère. La Birmanie est pourtant une terre de grande civilisation fondée sur l'influence croisée de l'Inde et de la Chine. Au fil des siècles, en dépit des changements et des invasions, l'Irrawaddy, le grand fleuve qui irrigue le cœur du plus vaste pays de l'Asie du Sud-Est, demeure le symbole immuable de l'identité birmane. C'est une voie de migration. Toutes les rivières, les montagnes, les collines courent en suivant la même direction du nord vers le sud, le long de l'Irrawaddy. Ce fleuve a plusieurs fonctions. C'est une voie de communication et de migration. C'est ainsi qu'il a permis aux hommes, pour le meilleur et pour le pire, d'entrer dans le pays, et plus particulièrement ceux venant de deux pays voisins, la Chine et l'Inde. Nous sommes hautement religieux. Mais voyez-vous, d'une certaine manière, au Myanmar, nous sommes les descendants de la tribu des Satsha. La tribu des Satsha est celle à laquelle appartenait Gautama Bouddha. Du fait de la situation géographique, la migration se faisait en passant par les montagnes du Népal et de l'Inde, là où vivaient les descendants des Satsha, la tribu de Bouddha. Dominant Rangoon, le Shwedagon, un stupa haut de 100 mètres, est le sanctuaire bouddhique le plus sacré de Birmanie. Chaque jour, des milliers de Birmans s'y rendent pour prier ou faire des offrandes. En versant ainsi sur la tête de Bouddha un nombre de verres d'eau correspondant à leur âge, ces fidèles espèrent s'assurer une vie plus longue. Avec ses 5 millions d'habitants, ses bâtiments coloniaux mal entretenus et ses véhicules d'occasion made in Japan, Rangoon est une ville pleine de charme, mais dont le développement semble s'être arrêté au seuil des années 1970. Loin de Bangkok, de Singapour ou de Saïgon, les grandes métropoles du sud-est asiatique, Rangoon attend son heure. Pour sentir battre le cœur de la ville, il faut se rendre au port situé sur le delta que forme l'Irrawaddy avec ses affluents. Des centaines de petites embarcations et de ferries transportent quotidiennement les milliers de travailleurs vivant sur la rive opposée du fleuve ou sur les îles et les îlots du delta. Nous sommes à la fin du mois de septembre. Les dernières pluies de mousson venues de l'océan Indien s'abattent chaque jour en fin d'après-midi. Rangoon est l'une des villes les plus humides de tout le sud-est asiatique. Ici, on vit avec la pluie, on s'en accommode.
Il suffit simplement de ne pas oublier son parapluie et de porter des tongs. Alors que les hommes s'adaptent tant bien que mal aux difficultés du climat, les bâtiments de l'époque coloniale, même les plus robustes, semblent sans défense. La ville tout entière apparaît comme rongée par l'humidité. Nous quittons Rangoon et la Mousson pour retrouver l'Irrawaddy à Bhamo, 1000 km plus au nord, près de la frontière chinoise. Prenant leur source dans l'Himalaya, aux confins de la Chine et de l'Inde, deux rivières se rejoignent un peu en amont de Bhamo pour donner naissance à l'Irrawaddy. Quand il arrive dans la plaine, émergeant des brumes matinales, le grand fleuve sacré de Birmanie semble pacifié. Chaque jour, de nombreuses pirogues à moteur, venues parfois de très loin, descendent le fleuve en direction de Bhamo et de son marché. Au XVIIe siècle, à une époque où la Chine était fermée aux étrangers, Bhamo était la porte d'entrée pour les Occidentaux qui voulaient y pénétrer. Les temps ont bien changé. La frontière avec la province du Yunnan n'est qu'à 50 km. Connaissant le dynamisme commercial de la Chine, on peut affirmer qu'aujourd'hui, c'est elle qui fait vivre Bhamo. Ceci explique que la ville possède l'un des marchés les plus importants de tout le nord du pays. Dans ce marché débordant d'activités, les femmes tiennent le premier rôle. Maquillées de tanaka, une pâte extraite de l'écorce d'un arbre qu'elles mélangent avec de l'eau pour s'enduire le visage, elles animent les étals de fruits, de légumes et de poissons. Le marché de Bhamo est immense. Les commerçants y sont regroupés selon la tradition par type d'activité. Au marché, on trouve des tissus, des vêtements, des serviettes, des couvertures qui viennent de Chine. On trouve très peu de produits birmans. Comme on est très près de la frontière, on trouve beaucoup de produits chinois. Les habitants des autres villes comme Kata, Maobi, Ticha, Chuegu viennent jusqu'à Bhamo acheter les produits chinois. Bhamo est devenu un grand marché de produits en provenance de Chine. Tous les produits arrivent de Chine par la route
avant d'être chargés à bord de bateaux cargo. Il n'y a qu'un type de cargo sur l'Irrawaddy. Un bateau à 2 ou 3 ponts dont la silhouette n'a pas changé depuis les années 1930. À cette époque, il y avait peu de routes, pas encore d'avions. Le fleuve était la seule voie de communication du pays. On importe des tissus, des couvertures. Tous ces produits viennent de Chine. Mais il y a aussi des meubles, tout ce qu'on utilise dans une maison, comme les ustensiles de cuisine. Tout cela part à Mandalay et de là dans le reste du pays. La route qui va à Mandalay est trop mauvaise. En camion, ça prendrait trop de temps. Alors qu'en bateau, il faut seulement une nuit. Et puis avec les camions, on transporte moins de choses. Il y a 450 km de Bamo à Mandalay. En camion, c'est vraiment pas l'idéal. Cargo, ferry, pirogue, radeau de teck ou de bambou. Le bateau demeure toujours l'un des meilleurs moyens de parcourir la Birmanie. Nous quittons Bamo à bord du Pando, un petit navire de croisière construit dans l'esprit des anciens bateaux de l'Irrawaddy Flotilla. Cette compagnie, née au XIXe siècle, est entrée dans l'histoire du pays en 1942, quand la Birmanie, alors membre de l'Empire britannique, est envahie par les Japonais. Plutôt que de les voir tomber aux mains de l'ennemi, les officiers de l'Irrawaddy Flotilla sabordent les 600 bateaux de la compagnie. Suivant le cours paresseux de l'Irrawaddy, nous progressons lentement au milieu d'une vaste plaine consacrée à l'agriculture et à l'élevage. C'est à l'Irrawaddy que les terres de la région doivent leur fertilité. L'Irrawaddy qui déborde souvent de son lit pour inonder la plaine environnante et qui oblige les habitants à construire leurs maisons sur pilotis. Après une cinquantaine de kilomètres, nous arrivons en vue du second défilé. 13 kilomètres pendant lesquels le bateau progresse entre de hautes falaises couvertes d'une épaisse végétation. Au petit matin,
nous jetons l'ancre au milieu du fleuve à hauteur de l'île de Kyundo. Le débarcadère débouche sur un long corridor, étrangement désert. De chaque côté, de petits stupas émergent d'une végétation envahissante. Peu à peu, des groupes d'hommes et de femmes remontent la longue allée qui conduit au temple. Les cérémonies religieuses rythment la vie de tous les villages de Birmanie. Les fêtes les plus importantes sont liées à Bouddha et plus particulièrement à sa naissance. D'autres, comme le carême, qui coïncide avec la saison des pluies, sont consacrées à la méditation des moines. Ces fêtes se mêlent parfois à des rites plus anciens. C'est ainsi que les habitants de Kyundo fêtent aujourd'hui la fin du carême, mais également la pleine lune. Aujourd'hui, c'est un jour de prière. Les gens viennent au temple faire des offrandes. On rend hommage à Bouddha, on vient méditer en comptant ou en égrénant des chapelets. Ce sont les croyances et les traditions que respectent les bouddhistes. On apporte des petites choses à boire pour ceux qui font le jeûne, et on fait aussi des dons aux moines. Moi, je fais partie du groupe qui s'occupe de la pagode. On compte l'argent des offrandes qui va servir pour une partie à la restauration du temple et pour l'autre à faire des dons aux moines. Un autre rituel, profane celui-là, fait partie de la fête. On prend une feuille de bétel, réputée pour ses qualités digestives et rafraîchissantes, on y ajoute un peu de noix d'arec et de tabac, il ne reste plus qu'à chiquer le tout. Les prières terminées, les dons collectés, les habitants se dirigent vers la partie du monastère habitée par les moines. Dans la hiérarchie du respect, les moines sont au sommet. Il est connu que les enfants doivent le respect à leurs parents, que les parents et les enfants réunis doivent le respect à l'instituteur du village et que tous ensemble sont tenus de respecter les moines, détenteurs de la sagesse. Les moines sont ainsi non seulement au cœur de la vie religieuse des Birmans, mais aussi au centre de leur vie sociale. La cérémonie achevée, les fidèles ont regagné le village. Pour les jeunes novices, c'est l'heure de préparer le repas des moines. Plus précisément, de disposer sur de petites tables basses une étonnante mosaïque de plats colorés
apporté en offrande par les femmes du village. Ce repas est important. Passé midi, les moines ne prennent plus aucun aliment solide. Alors, en attendant qu'ils soient tous réunis pour l'unique repas de la journée, on le met sous cloche pour le protéger. Nous reprenons bientôt notre descente de l'Irrawaddy. Cette navigation lente et paisible invite à la méditation. On regarde la vie qui s'agite à la surface du fleuve ou qui défile sur les rives. Un spectacle permanent dont on ne se lasse jamais. Nous arrivons bientôt au village de Kiao Mao. Le commandant ne sait jamais à l'avance où il va s'arrêter. Notre escale imprévue provoque un petit attroupement de femmes que notre venue amuse visiblement. Le bateau vient souvent ici? Non, c'est seulement la deuxième fois. Vous trouvez ça amusant? En ce moment, les enfants sont à l'école, sinon ils seraient tous là. Une fois passée la surprise, chacun retourne à ses occupations. Kiao Mao est un village agricole, comme il en existe des centaines tout le long de l'Irrawaddy. Ici, on cultive des arachides, du maïs, des pois ou de la canne à sucre. La vie est rythmée par les saisons et le cycle naturel des semences et des récoltes. Pendant les périodes calmes ou quand les hommes sont à la pêche, les femmes du village se retrouvent sur les terrasses des maisons simplement pour le plaisir de bavarder. Pendant la saison du riz, on travaille dans les rizières. En ce moment, on récolte la canne à sucre et on nettoie les champs. Quand c'est la saison des pluies, on pêche. Il y a beaucoup de poissons qu'il faut aller vendre dans les îles des environs. Mais aussi jusque dans les grandes villes comme Mongo, Mandalay ou bien Indé ou Leda, qui sont plus à l'ouest. Quand on rentre à la maison, à la fin de la journée, on mange, on se lave et puis on se maquille avec le tanaka.
Naviguer sur le Haut-Irrawaddy réserve parfois quelques surprises. Durant les périodes de crue, il arrive que des bancs de sable se déplacent. Le fleuve devient alors un véritable labyrinthe dans lequel il est difficile de se frayer un chemin. Alors que nous naviguons tranquillement vers le sud, le commandant décide brusquement de stopper les machines. Il n'y a pas assez d'eau pour continuer. J'ai envoyé un canot pour trouver un passage. C'est pour cette raison que j'ai fait machine arrière et que l'on attend ici. Dès qu'ils auront trouvé le passage, on pourra repartir. Mais on a besoin d'au moins 2 mètres, 2,50 mètres. Mais là où nous sommes, il n'y a qu'environ 1,50 mètre. Ça fait 5 ans que je n'ai pas navigué dans cette région. Malgré mon expérience, je dois observer attentivement la surface de l'eau pour trouver le chemin, pour décider si je continue à avancer ou pas. Il faut surveiller les algues qui sont à fleur d'eau. Quand il y en a peu, ça va. Mais quand il y en a une grande épaisseur, il faut absolument les éviter. En fonction de la taille des tourbillons, on devine la profondeur. 30 cm de diamètre correspond à 1 mètre de fond. 1 mètre de diamètre signifie qu'il y a 3 mètres de fond. Ce sont les techniques que l'on utilise pour connaître la profondeur de l'eau. On n'a pas d'instruments sophistiqués pour sonder. On n'a que nos yeux. En fin de journée, sous un ciel menaçant, nous arrivons en vue du village de Nguyen. Si l'on accepte Bamo, qui vit du commerce avec la Chine, l'activité de tous les villages de l'Irrawaddy se résume à la pêche et à l'agriculture, activité de subsistance pour l'essentiel. Nguyen fait exception à la règle. Ici, chaque maison est un atelier, chaque habitant un potier. Le village entier ne vit, ne pense et ne travaille que pour produire des pots. Une quantité considérable de bois est entassée devant chaque maison pour alimenter en permanence les fours gigantesques où cuisent les milliers de poteries fabriquées chaque jour à Nguyen. Je fais des encoches pour que la terre accroche bien. Le sable, c'est pour que les morceaux de terre ne collent pas au fond du pot.
Pour obtenir le pot, il faut coller des morceaux comme ça. On produit beaucoup de poteries dans le village. Les personnes âgées me disent qu'elles les utilisent surtout pour conserver le poisson. Sinon, dans les régions de plantation, on se sert de ces grands pots pour conserver le maïs ou le riz. Les pots, on les envoie jusqu'à Rangoon, au Tonté, mais également dans les villes situées entre ici et Rangoon. On les envoie très loin, parfois même à l'autre bout de la Birmanie. Une fois encore, notre bateau largue les amarres. Suivant le cours de l'Irrawaddy, nous descendons vers le sud, en direction de Mingun. Chaque jour qui s'achève, nous comprenons un peu mieux la place du fleuve dans la vie des Birmans. Irrawaddy, voie de communication pour le commerce, et bienfaiteur des paysans par les alluvions dont il enrichit les terres. Il nous reste à découvrir l'Irrawaddy, fleuve roi et sacré, comme l'était le Nil de l'ancienne Égypte. Une dernière manœuvre dans les méandres du fleuve et nous arrivons à Mingun. Mingun est sa gigantesque pagode inachevée que les Birmans surnomment le plus gros tas de briques du monde. La colonne de taxis qui attend sur la grève nous confirme que la pagode de Mingun attire en temps normal la curiosité des voyageurs. Ce stupa gigantesque est l'œuvre d'un roi mégalomane. Loin de suivre les préceptes de Bouddha incitant à la sagesse, Bodha Upaya, roi birman du début du 19e siècle, voulut construire la plus haute pagode du monde, 152 mètres, pour dépasser le Nakhon Pathom thaïlandais et ses 127 mètres. Il engloutit dans le projet toutes les ressources du pays. En vain. Quand il meurt en 1819, la pagode n'atteint que le tiers de sa hauteur
avant de s'effondrer sur elle-même quelques années plus tard, sous l'effet d'un tremblement de terre. Des trésors que renfermait la pagode, il ne reste rien. Ces amas de briques recouverts par endroits de lambeaux de stuc sont les seuls restes de 2 statues mythologiques représentant des lions gigantesques qui se dressaient à l'entrée de la pagode. Seule une cloche de 90 tonnes a survécu miraculeusement au séisme. Elle est reconnue aujourd'hui comme étant la plus grosse cloche du monde en état de marche. Depuis le sommet de la pagode en ruine, nous découvrons toute la plaine centrale de Birmanie que traverse l'Irrawaddy. Notre voyage sur le grand fleuve approche de la fin. Après une courte escale à Sagang, nous prendrons la direction de Pagan, la ville aux milliers de pagodes. Dans cette partie de la Birmanie, un nombre incroyable de pagodes et de stupas dorés s'élèvent sur les 2 rives du fleuve. Ces temples sont les phares du bouddhisme. Ils éclairent la vie de milliers de pauvres, paysans, pêcheurs et peuples du fleuve vivant sur des radeaux de bambou. J'ai 3 enfants. Avec ma femme, on est 5 en tout. On dort, on vit sur le radeau. On voyage toujours tous ensemble. On ne s'arrête jamais. On voyage toute l'année. On transporte à peu près 30 000 ou 40 000 bambous. Quand il y a une tempête ou qu'il pleut trop fort, tout se détache. Quand c'est comme ça, on en perd vraiment beaucoup. La beauté du fleuve n'efface pas la souffrance des hommes. Elle l'apaise. Le temps d'un plongeon, d'une course de pirogue, le temps d'un crépuscule. Instant fragile où les peurs restent suspendues au fil du temps, entre la nuit qui s'annonce et le jour nouveau qui se dessine. Le jour se lève sur Pagan. Un voile de brume matinale enveloppe la silhouette mystérieuse de centaines de stupas. À l'âge d'or de Pagan, ils étaient 13 000 temples et pagodes à se dresser ainsi sur les bords de l'Irrawaddy.
À quelques kilomètres du site archéologique de Pagan, la ville de Nyong-u se réveille elle aussi. Habillée de rose, les bonzes sillonnent en file indienne les rues de la ville. Elles ne font pas l'aumône en acceptant une poignée de riz ou un œuf. Elles offrent aux fidèles l'occasion d'acquérir des mérites et de se rapprocher ainsi chaque jour un peu plus près du nirvana. Même visage maquillé de Tanaka. À Nyang-u comme à Bamo, ce sont les femmes qui animent le marché. Les hommes, eux, sont au café ou plutôt à la maison de thé. Les maisons de thé sont de véritables institutions dans toute la Birmanie. On s'y retrouve entre amis pour parler de la pluie et du beau temps, ou plus discrètement, de la situation politique du pays. La proximité du site historique de Pagan a fixé depuis des siècles de nombreux artisans dans la région. Des générations de sculpteurs et de peintres ont ainsi travaillé à la restauration des plus grandes pagodes. Certains d'entre eux, comme les sculpteurs, ont appris leur métier au contact d'artistes indiens. D'autres, comme les graveurs sur lac, ont hérité d'une technique venue de Chine. Après avoir été recueillis sur le laquier, la laque, qui est la sève de cet arbre, est déposée en couches successives sur des objets en bambou. Ce n'est qu'une fois séché que l'objet laqué passe entre les mains du maître graveur. Je suis en train de graver une légende. L'histoire est organisée en plusieurs parties. Je ne fais pas souvent d'erreurs. Mais si cela arrive, je les corrige en rajoutant un détail, comme une fleur. Mais je ne fais jamais d'erreur importante. Pour graver complètement une boîte comme celle-là, si je commence à 7 h du matin, je finis à 15 h, en m'arrêtant seulement 1 heure. En fait, on apprend en observant le travail des uns et des autres. Si quelqu'un réussit quelque chose de mieux, on essaie de s'en inspirer. L'existence de Pagan est attestée dès le IIe siècle de notre ère. Mais sa véritable naissance remonte aux environs de l'an 1000. À cette époque, les Birmans étaient adeptes d'une sorte de religion syncrétique mélangeant le bouddhisme, le tantrisme et le shivaïsme. Sous l'action du roi Anavrata, le bouddhisme s'imposa dans tout le pays. Mais l'influence de l'Inde demeura très présente, tant du point de vue spirituel que du point de vue architectural. Aux environs du XIIe siècle, un grand moine vécut pendant 10 ans au Sri Lanka, sur le site d'Anuradhapura. Quand il revint à Pagan, il copia le stupa Tuparama et il construisit ici la pagode Sapada durant le règne du roi Narapatissu. Nous avons ici des pagodes de style de l'Inde du Sud, du Centre et du Nord, et même du Sri Lanka.
Il y a 21 monuments. 21 monuments réellement anciens. Si nous faisons une classification, il y a principalement deux types de monuments. Le premier regroupe les constructions pleines, destinées seulement à accueillir des reliques. Et le second, les monuments creux comme l'Ananda. Dans le sud de l'Inde, on y plaçait le Shiva Linga. Ici, on y met une représentation de Bouddha. Pagan est le site bouddhique le plus remarquable de Birmanie et probablement de toute l'Asie du Sud-Est. On y dénombre aujourd'hui près de 2000 édifices religieux, sur les 13 000 qu'il compta il y a un millier d'années. Certains dominent le paysage, comme les pagodes Ananda, Shwezandao ou Shwezigon. Ils cohabitent au milieu de la plaine de Pagan avec des centaines de stupas, témoignages plus modestes laissés au fil des siècles par des princes ou des commerçants fortunés. Quelle que soit leur ambition architecturale, la majorité d'entre eux renferment des chefs-d'œuvre érigés en l'honneur de Bouddha. Pour tous les gens qui veulent atteindre le nirvana, le kudo, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le geste que l'on doit faire si l'on veut obtenir un mérite. De nos jours, si je veux réparer tous les monuments anciens, je dois récolter de l'argent pour une fondation. Beaucoup de gens donnent. Autrefois, des inscriptions en témoignent, de nombreuses fermes, de nombreuses exploitations donnaient à la pagode 10% du riz qu'elle récoltait pour vivre. Les temples ont bien souvent été profanés et pillés au cours des siècles. Ils font aujourd'hui partie du site archéologique de Pagan. La majorité d'entre eux est simplement surveillée par des gardiens que l'on héberge et auxquels on accorde le droit de cultiver un petit lopin de terre à l'ombre des stupas. En tant que gardien du temple, on gagne environ 10 € par mois. Ce n'est pas suffisant pour vivre. Je gagne un peu d'argent en donnant des explications aux visiteurs, sauf s'ils viennent accompagnés d'un guide. Il y a tellement de temples à Pagan, mais peu d'entre eux sont surveillés. Même les grandes pagodes n'ont pas toutes des surveillants. Dans certains temples qui abritent des objets de valeur, ce sont des fidèles fortunés qui paient le gardien. Je fais mes prières tous les matins, ou bien chaque fois que je vais à la pagode pour changer les fleurs.